Bonjour à tous, vous êtes sur Décoder l'écho, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Yann Charrier, qui vient nous parler de son livre Guide de survie en guerre psychologique, qui va nous présenter ses résultats qui vont nous permettre de comprendre comment on a pu accepter tout ce qui nous est arrivé. On a démontré sur cette chaîne avec beaucoup de statistiques officielles à quel point il y avait une différence entre le narratif qui a été conduit et la réalité, tout simplement, la réalité qu'on a pu mesurer. Et la question, c'est y a-t-il eu des moyens mis en œuvre ou parmi tout ce qui a été fait, qu'est-ce qui a pu impacter les gens dans le fait, bah, voilà, de se laisser faire et de participer à quelque chose, voilà, une grande psychose collective au sein de laquelle ils n'avaient absolument aucun indice direct. C'est-à-dire qu'il était quand même assez difficile de voir des gens tomber comme des mouches dans la rue en se déplaçant ou d'avoir ce genre de résultat. Et donc Yann, je vais te laisser te présenter, présenter ton travail, voilà, pour essayer de répondre à cette question: pourquoi tout le monde a joué le jeu? Ou qu'est-ce Bonjour qui Pierre, merci de me recevoir. Donc voilà, moi je m'appelle Yann, Yann Charrier, je suis, psychologue du travail et des organisations, diplômé d'État. Mon travail, je l'ai résumé dans un tout petit livre qui fait 100 pages, qui s'appelle «Le très petit guide de survie à la guerre psychologique». Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris, les situations dans lesquelles nous nous sommes retrouvés et je les ai traduites en concepts et en mots psychologiques. C'était, disons, très confus, donc j'ai organisé tout ça et au final, je me suis rendu compte que si toutes les restrictions que nous avons vécues, les confinements, toutes ces choses bizarres n'avaient pas vraiment de sens au niveau sanitaire pur. Par contre, au niveau psychologique, pour moi, ça a pris beaucoup de sens et donc c'est moi ce que je voudrais, partager avec vous. Donc ça, c'est la couverture du livre qui a été, j'ai eu un petit peu de soutien, j'ai eu beaucoup de soutien d'un petit peu de monde et donc c'est pour ça que je remercie, le collectif Parents en colère en passant. Moi ce petit livre, je l'ai organisé en quatre chapitres. Un premier chapitre sur, le décryptage des protocoles sanitaires ou dits sanitaires, parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient peut-être plus psychologiques que sanitaires. Ensuite, il y a 2 parties sur les techniques, les véritables techniques de manipulation psychologique qui ont été mises en œuvre pour nous faire accepter ce que nous avons accepté. Et pour finir, un petit zoom out sur ce dont on parlera à la fin, je vous garde une petite surprise. Moi, je suis parti de ça. Pendant l'année 2020, j'ai déménagé, je me suis retrouvé en face d'une école primaire et donc je voyais les enfants entrer et sortir, masqués, distanciés et cetera. Et je me suis renseigné auprès de spécialistes, de terrain, alors bien sûr des psychologues cliniciens, mais également, toutes sortes de psychothérapeutes, des pédopsychiatres, des orthophonistes, des personnels enseignants, de simples parents et j'ai fait un petit best-of, des symptômes qu'on avait rencontrés chez les enfants. Alors ça, c'est juste une partie des symptômes, hein, bien sûr, il y en a beaucoup plus, notamment les symptômes de la dépression. On n'en parlera pas pour, pas alourdir trop cet entretien. Donc ces symptômes, il y en a trop. Pour moi, il y en a trop et c'est pas possible d'avoir une telle variété de symptômes en allant à l'école publique, hein. Notamment, bon, énurésie, stress, aphasie, baisse d'énergie ou hyperactivité, troubles du sommeil, retrait émotionnel, confusion émotionnelle, psychologique ou intellectuelle, régression du langage. Je l'ai mis en rouge parce que pour moi, c'est important. Comment se fait-il qu'un enfant qui aille à l'école perde des syllabes et désapprenne à parler? Hein, j'ai vu le cas sur mon propre enfant et ça a été assez difficile de faire remonter la pente. Mais bon, j'étais sur le coup et ça s'est fait. Phobie scolaire, bien sûr, anxiété, troubles obsessionnels compulsifs, angoisse et névrose angoisse, psychose. Alors là, ça devient vraiment très grave, une psychose. Hétéroagression, ça veut dire taper et agresser ses petits camarades. Auto-agression. Auto-agression, ça veut dire se taper soi-même, notamment automutilation. On a vu moi, je suis tombé sur des rapports statistiques là qui démontrent une explosion des cas d'automutilation et d'hospitalisation pour automutilation, notamment chez les jeunes filles. Syndrome de stress post-traumatique, autrement dit traumatisme de guerre. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique comment il est possible qu'un enfant en France en 2020 puisse souffrir de traumatisme de guerre en allant à l'école. On n'est pas en zone de guerre, donc normalement c'est impossible. Donc moi, c'est sur ça que je me suis penché pour essayer de comprendre. C'est ça que je voulais comprendre. Et alors, j'ai pas été au bout de mes surprises, je vous avoue. Donc j'en ai mis 2 en rouge là, régression du langage et traumatisme de guerre, c'est juste en passant pour illustrer un petit peu ce qu'il y a dans ce petit livre et la suite de mes travaux. Là, en gros, on va rentrer dans le premier chapitre et on va se demander comment ça se fait qu'un enfant puisse perdre des syllabes et des mots. Alors, ce que j'ai trouvé, ça va pas vous plaire, c'est une très vieille méthode qui date de l'ère, de l'esclavagisme. Voilà de quoi il s'agit.
Ce que vous voyez, c'est un dispositif qui, à l'époque, permettait, d'empêcher les esclaves d'apprendre à parler leur langue maternelle à leurs enfants, qui eux, étaient des esclaves de deuxième génération. Donc ce que vous voyez, c'est que la bouche de la personne est masquée. Donc l'enfant ne peut pas voir, tout simplement voir la bouche de son papa, de sa maman, et donc il ne peut pas apprendre à parler. Pourquoi? Parce que quand on apprend à parler, comment on fait? On écoute bien sûr son papa ou sa maman et on regarde comment sa bouche marche, comment on fait un A, comment on fait un O. Si l'enfant ne voit pas, il ne peut pas recopier. Comment il fait pour recopier? Eh bien, c'est grâce à ce qu'on appelle les neurones miroirs, hein. Si vous allez chez un orthophoniste, il va vous expliquer tout ça. Et d'ailleurs, j'ai tâché de contacter des orthophonistes, ça a été très difficile parce qu'à l'époque, ils étaient hyper débordés. Ils avaient vraiment autre chose à faire que de parler avec moi. Mais j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un de sympa et qui m'a accordé 5 minutes. Donc ça va nous expliquer comment ça se fait qu'en mettant un simple masque en papier sur ma bouche, eh bien, mon enfant ne puisse plus comprendre, ne puisse plus apprendre à parler, hein. On peut changer un masque en métal contre un masque en papier ou même avec, une feuille de platane. Ça ne change rien, d'accord? C'est le fait de ne plus voir. Donc ça, c'est juste pour illustrer une des nombreuses fonctions que va avoir un simple masque en papier sur la bouche. Hein, bien sûr, ça va servir également à d'autres choses. Mais, pour, mieux comprendre, moi, j'ai cherché un cadre théorique de référence. C'est comme ça qu'on fait en général. C'est-à-dire, j'avais les symptômes, donc la question: «Comment ça se fait?» et quel va être mon cadre théorique de référence? Est-ce qu'il y a déjà des travaux qui ont été faits sur le sujet? Et là, j'ai trouvé le docteur Donald Hebb. Le docteur Donald Hebb, c'est un brillant psychologue des années 40 aux États-Unis. Lui, il a travaillé sur l'approche neuronale du cerveau, à l'époque, c'était révolutionnaire. Et en 1951, il va être contracté à l'université McGill au Canada pour des travaux spécifiques sur l'isolation sensorielle, hein. Comme on voit dans les films américains, sûrement tu as vu ça, un mec est dans une espèce de baignoire chauffée, détendu, avec un superbe scaphandrier et des effets spéciaux, et ça a l'air très cool. En fait, dans la réalité d'un laboratoire de psychologie, ça ne marche pas comme ça. Comment ça marche? Je me suis référé au QBARC, donc le manuel officiel de torture, des États-Unis qui date de 1971 si je ne m'abuse, et j'ai trouvé ceci. Donc ça, c'est la méthode originelle, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. C'est moins classe que dans les films hollywoodiens, mais c'est extrêmement efficace. Alors en quoi ça consiste? La procédure. La procédure va te permettre quel va être le comportement attendu du sujet. Le comportement, c'est ne rien faire. Donc, on lui bouche les oreilles, on lui bande les yeux, on lui capitonne les mains. Comme ça, il ne peut plus se toucher. Il n'a plus de sensations tactiles. On lui met des chaussures, pareil, pour les sensations tactiles, et il ne peut pas bouger. On arrête la synesthésie, c'est-à-dire la sensation du corps propre. C'est un peu comme quand tu dors, sauf que là, tu ne dors pas. Et tu vas te retrouver dans le noir, dans le silence, face à tes propres projections inconscientes, en gros face à tes démons, et ils vont commencer à t'attaquer. La méthode de coercition, donc pour obliger le sujet à garder le comportement attendu, le comportement, je précise, parce que là, on parle de psychologie comportementale, donc c'est le comportement qui compte, hein, pas du tout ce que tu penses, mais ce que tu fais. La méthode de coercition, c'est d'être ligoté, hein. Là, tu ne peux plus bouger. Alors, dans ces expériences, à la base, il faut savoir que les sujets étaient volontaires. C'était surtout des étudiants, et quand ils disaient stop, eh bien, on arrêtait l'expérience. Et après, ils racontaient ce qu'ils avaient vu, vécu, ressenti. Donc, c'est légal. Hmm. On a le droit de faire des expériences un peu bizarres, mais quand le sujet dit stop, on doit s'arrêter. Alors, ça, c'est ce que j'appelle la phase 4, l'isolation totale. C'est le plus dur, hein. Il est rapporté par le docteur Hebb qu'aucun sujet n'a réussi à supporter ça plus de 24 heures, parce que tu deviens fou. Si je te laisse comme ça pendant 3 jours, tu vas devenir complètement fou. On n'est pas fait pour ça, nous les êtres humains. On a besoin de stimulation, que ce soit de parler à quelqu'un, la vision ou d'entendre quelque chose. Alors, on va redescendre en phase 3 et on va se rendre compte qu'il y a des applications contemporaines, notamment où? À la prison de Guantanamo.
À Cuba, c'est une prison militaire américaine sur le sol cubain et depuis 2001, on a réautorisé la torture des prisonniers. Donc ça, c'est quelque chose qui est normalement interdit, même en temps de guerre, on n'a pas le droit de torturer des prisonniers. Eh bien là, on a le droit. Et qu'est-ce qu'on va leur faire, entre autres choses? Parce qu'ils sont très créatifs, hein, rassurez-vous. La procédure: oreilles bouchées, yeux bandés, mains capitonnées, vous voyez, ils ont des moufles. Ils sont distanciés socialement, ils ne peuvent pas se toucher les uns les autres et ils portent un masque en papier bleu. Voilà, masque chirurgical bleu. De plus, ils sont assis dans une position très inconfortable. Je vous déconseille d'essayer ça, ça fait vraiment, vraiment mal. Hem Et comme ce sont des adultes non consentants, ce sont des prisonniers de guerre, la méthode de coercition, ce sont des menottes. On leur attache les mains parce que bien sûr, sinon ils ne se laisseraient pas faire. Toi, tu te laisserais pas faire, moi non plus et eux non plus, évidemment. Et donc là, on se rend compte que ce sont les mêmes méthodes qui sont appliquées. Ça, c'est en 2001, d'accord? Et ils sont toujours appliqués de nos jours, hein. On a vu, si vous êtes attentif, vous pourrez voir des photos de même genre de procédé à Abu Ghraib, par exemple, ou dans d'autres, prisons, à l'heure actuelle, des prisons militaires en général. Ça s'appelle l'isolation sensorielle. C'est très, très, très difficile psychologiquement à encaisser ça. Donc on va redescendre en phase 2. Alors ça, ah non, en phase 1 directement, bon voilà. On va redescendre en phase 1. Ça, c'est la même méthode, mais en plus light. Vous voyez, c'est moins dur, mais quand même ça pique très fort. La procédure est très simple. C'est juste un masque en papier et une distanciation sociale d'environ 1,50 m, 2 mètres. Voilà, simplement, on te met un masque, on te pose là, tu n'as pas le droit de parler, bien sûr, et tu n'as pas le droit de toucher tes copains, tout simplement. Et la méthode de coercition, là, c'est également des menottes. Et ça suffit à torturer un être humain. Ça va détruire ton psychisme. Avec une force qu'on ne s'en rend pas compte, hein. Moi, je vous déconseille de reproduire ça à la maison. De toute façon, vous l'avez peut-être déjà vécu. Et là, Pierre, je pense que tu vas deviner un peu où est-ce que je veux en venir. Parce que la suite, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer les méthodes. Juste les méthodes. Là, on est dans une école en France, en 2021. La procédure, quelle est-elle? Un masque chirurgical bleu ou en tissu, ça ne change pas grand-chose, une distanciation sociale d'environ 1,50 m, 2 mètres et pas de menottes. Donc, quand il n'y a pas de menottes, c'est pas de la torture parce qu'on ne voit pas de menottes. Mais moi, je les vois. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des menottes physiques, ce sont des menottes psychologiques. La méthode de coercition est psychologique. Il s'agit de la culpabilité d'être la cause du décès des êtres chers, mais également des punitions, des menaces et de l'exclusion du groupe. L'exclusion du groupe, c'est quelque chose qui est très douloureux psychologiquement, tellement douloureux qu'on peut ressentir même physiquement cette détresse. Là, il faut bien faire la différence entre la procédure comportementale, c'est-à-dire ce qu'on te fait faire, et la méthode de coercition. C'est pas la même chose. C'est ce que tu vas faire et pourquoi tu vas le faire, c'est pas du tout la même chose. Ce qui va être dommageable là pour les enfants, c'est la procédure. Et on se rend compte que c'est exactement la même procédure que dans une prison militaire à Guantanamo. Donc, en toute logique, et ça, c'est de la psychologie comportementale de base, si on utilise la même méthode, on aura les mêmes résultats. Donc là, je vous renvoie à la page 40 avec cette vilaine équation. En plus, elle est à l'envers, je vous prie de m'excuser. Ça nous explique très simplement que le résultat est fonction de la personne et de la situation. Là, le résultat, c'est les symptômes. Traumatisme de guerre. La situation, c'est une situation de torture. Et la personne, ben là, ce sont des enfants. Voilà. R égale FPS. C'est tout bien expliqué là-dedans, hein, je vous laisserai regarder. Le docteur Donald Hebb disait de ces méthodes, au début, il ne savait pas, parce qu'il cherchait, c'était une expérimentation. Il disait de ces méthodes, après quelques années de recherche, je n'avais aucune idée quand je suggérais cela, donc il parle d'isolation sensorielle, quelle arme vicieuse, quelle arme potentiellement vicieuse cela pouvait être. En effet, c'est particulièrement vicieux parce que, vous voyez cette petite fille, elle n'a aucune idée de la situation dans laquelle elle est, et puis ses parents non plus. Une fois qu'on a vu ça, normalement, on peut définir notre objet d'étude. Normalement, ça, c'est quelque chose qu'on fait avant. Mais comme on ne savait pas, c'est de la recherche
Et maintenant, on peut arriver à une définition de l'objet d'étude. C'est une expérimentation psychosociale de masse sur des enfants, entre autres. Moi, je prends les enfants parce que j'ai fait ce travail pour protéger mon enfant, de méthodes de torture psychologique de niveau militaire. Et je dis de niveau militaire parce que dans la torture, les militaires, c'est les meilleurs. C'est eux qui conçoivent et appliquent les méthodes de torture les plus efficaces pour détruire une personne. Là, en l'occurrence, pour la détruire psychologiquement. Et donc là, on vient d'expliquer les traumatismes de guerre subis par les enfants à l'école. Ce qu'on n'a pas expliqué, c'est comment ça se fait que les gens ont laissé faire ça, voire même ont appliqué à eux-mêmes et à leurs propres enfants ce genre de méthode. Alors, un, ils ne savaient pas. Moi non plus, je ne le savais pas. J'ai cherché, j'ai trouvé, parce que bah, c'est mon boulot. Quelles ont été les méthodes qui ont permis de pousser la population à accepter ce genre de choses? Alors, il y a des gens qui ont refusé, d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui ont accepté. Et il y a eu de nombreuses, très nombreuses méthodes de manipulation psychologique. Et quand je dis de manipulation psychologique, ce sont des méthodes qui ont été élaborées par des professionnels en laboratoire depuis des années. Il y a des choses qu'on sait depuis 50 ans, hein. Alors, elles n'y sont pas toutes, bien sûr. Là, il n'y a que 100 pages, donc il y en a à peu près une vingtaine, que j'estime être les principales. Mais vous pouvez vous référer aux autres conférences qu'on a fait avec d'autres copains, le Front médiatique avec Akina, et Kairos, notamment le vaillant média belge. Les techniques dites classiques, la peur, donc ce qui rejoint la stratégie du choc telle que développée par Naomi Klein, que toi, Pierre, tu connais, la sectarisation, donc le scientisme, la gouroutisation, l'inversion accusatoire, ça c'est un grand classique, qu'on va retrouver également dans plus tard, de nos jours. Cheval de Troie, conditionnement opérant, pied dans la porte, engagement, syndrome de Stockholm, psychose paranoïaque de masse artificielle. C'est-à-dire que on sait depuis 50 ans comment fabriquer une psychose paranoïaque artificiellement. Ça, on sait très bien le faire. Et le double bind ou la double contrainte. Et à côté, j'ai mis le nudge. Le nudge, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle école de psychologie comportementale, donc qui s'intéresse à ton comportement et non pas à ce que tu as dans la tête. Ce sont des méthodes qui vont permettre de modifier ton comportement sans que tu t'en rendes compte, en utilisant ce qu'on appelle des biais cognitifs. Qu'est-ce que c'est un biais cognitif? C'est comme quand tu fais un créneau avec ta voiture, tu as des angles morts. Eh ben, ton cerveau, il a plein d'angles morts. Hein, on croyait pendant le siècle des Lumières qu'on était très malin, mais plus le temps passe, et plus on se rend compte que notre cerveau a des failles. Le tien, le mien, tout le monde, hein. On pense toujours qu'on est très intelligent, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne capte pas dans notre propre vie. Alors, ces techniques, il y en a de très nombreuses et on peut en fabriquer sur mesure. Là, j'en ai mis quelques-unes pour illustrer le propos. Alors, renforcement positif, biais de statu quo, biais de preuve sociale, biais de perte aversion, biais de régularité et répétition. Ça, par exemple, le biais de régularité et répétition, c'est répéter toutes les 2 heures qu'il faut continuer à appliquer les protocoles à la radio, à la télé, au supermarché. C'est pour ça que on nous l'a répété tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que ça rallonge la durée de la modification comportementale. Et en psychologie comportementale, la puissance de la modification est notamment évaluée par sa durée dans le temps, hein. Si je modifie ton comportement et que ça dure une journée, c'est quand même pas mal. Mais si je modifie ton comportement et que ça dure 1 an ou 10 ans, là, j'ai une méthode puissante. Bien sûr, la gamification, transformer ça en jeu et le biais d'ancrage. Donc ça en fait pas mal, mais là, c'est vraiment une petite partie. Donc pour les curieux, je vous invite à voir les conférences. Alors là, j'ai choisi juste d'en montrer une, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et c'est pas le but de développer de façon très extensive. Un cheval de Troie. Tout le monde connaît le cheval de Troie, hein, ça, tout le monde connaît. Alors où est-ce qu'il est ce cheval de Troie? Eh bien, ce sont les affiches des protocoles. Si vous avez bonne mémoire, pendant j'ai envie de dire, pseudo-pandémie, de H1N1, donc vers, 2008, les affiches étaient rouges, donc ça ne rassure pas. Il faut du bleu ou du vert. Si c'est du rouge, tu vas pas y aller. Si c'est du bleu ou du vert, tu vas y aller parce que ça te rassure. Donc d'un côté, je te fais peur et de l'autre côté, je te rassure avec du bleu. Donc tu vas y aller. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a se laver les mains. Est-ce que tu te laves les mains, Pierre, plus ou moins tous les jours? Probablement que oui. C'est en effet un rituel assez classique avant de déjeuner ou de passer aux toilettes. Moi aussi. Ou avant ou après.
tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. C'est quelque chose que moi j'ai tendance à faire, on ne le fait pas, se servir d'un mouchoir jetable. Moi, je ne connais, de ma génération, personne qui utilise un mouchoir en tissu. Je sais pas si bon, ça n'existe quasiment plus. Saluer sans se serrer la main, arrêter les embrassades, porter un masque dès 6 ans. Dans ce joli cheval de Troie, il est là le piège, elle est là l'arme psychologique. Aérer les pièces, bon moi j'aère chez moi, sûrement que tu aères chez toi aussi, on n'a rien appris de nouveau. Sauf que, au milieu de cette belle pancarte, au milieu de ce beau cheval, il y a une arme de torture psychologique de niveau militaire. Et c'est pour ça qu'elle est planquée au milieu, parce qu'au milieu, c'est là où tu fais le moins attention, comme dans un discours. Par exemple, dans le discours «Nous sommes en guerre» d'Emmanuel Macron, le «Nous sommes en guerre» répété 6 fois, c'est au milieu du discours. Parce qu'au milieu du discours, tes défenses psychologiques sont à plat, elles redescendent. Au bout de 10 minutes de blabla, tu es comme ça en train de t'endormir devant ton écran, ton cerveau s'est ramolli, on va dire, tes défenses psychologiques sont basses, et là, on attaque, nous sommes en guerre, et ça va te choquer et te faire peur. Ici, dans ce cheval de Troie, c'est une arme de torture psychologique. Et des techniques de manipulation comme ça, il y en a plein. Moi, pourquoi j'ai créé ce petit guide? Parce que je souhaiterais que les citoyens français et en francophonie puissent comprendre ces techniques, les apprendre très rapidement, hein, c'est lu en 2 heures, et ainsi développer des mécanismes de défense psychologique plus avancés. Des mécanismes conscients, des fois tu le vois venir, mais aussi des mécanismes inconscients. Des fois tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe, mais tu sens que ça sent pas bon. Pourquoi? Parce que ce sont des mécanismes de défense inconscients qui se mettent en route et qui te disent: «Eh mon gars, réveille-toi, il y a un truc qui est pas normal». Donc ça, c'est juste un petit exemple parmi une vingtaine. Et c'est là que ça devient là, on entre dans le dernier chapitre, le 4e chapitre. Qu'est-ce qu'une unité de psychologie comportementale? C'est un groupe de personnes, généralement des psychologues, formés en psychologie comportementale, c'est-à-dire capables qui ont des techniques pour modifier les comportements. Ça peut être très intéressant. Par exemple, tu souhaites arrêter de fumer, tu peux modifier ton comportement. C'est un comportement. Arrêter de boire, manger 5 fruits et légumes par jour, tout ça, c'est un comportement. Donc, on a appris à modifier le comportement des gens, notamment avec, au début, on utilisait des rats et des pigeons, et maintenant, on est passé vraiment à la vitesse supérieure. Et donc, ces unités de psychologie comportementale de nudge, donc de techniques discrètes, tous ces petits points-là, vous voyez, sur la carte, tout ça, ce sont des unités. Donc des groupes de psychologues, sympathiques et compétents, qui travaillent à modifier le comportement des gens. Comme vous pouvez le constater, il y en a dans de très nombreux pays et elles sont souvent proches des centres de décision gouvernementaux. En effet, certaines de ces entreprises travaillent pour le privé, mais de nombreuses travaillent en collaboration avec les gouvernements, bon là en Europe, mais également dans le monde entier. Vous pouvez aller vérifier sur le lien que j'ai mis en rouge. C'est une carte mondiale des unités de psychologie comportementale déclarées, parce qu'il y en a qui ne sont pas sur la carte, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on voit en France, par exemple? Il y en a plein autour de Paris, hein, notamment, en passant, le BIT, le Behavioral Insight Team, qui est une entreprise anglaise à la base, qui travaille de concours avec avec le gouvernement anglais, mais également australien, Nouvelle-Zélande, aux États-Unis également. D'ailleurs, elle travaille en collaboration avec le département interministériel de la transformation publique. C'est-à-dire que c'est une entreprise de nudge anglaise qui va nous aider à transformer la France. Je pense que vous comprenez, le petit problème, moi, que ça me pose, sans que les citoyens s'en rendent compte. Plus du spectacle, bien sûr, le BVA Nudge Unit. Le BVA Nudge Unit, donc c'est une unité de psychologie comportementale qui a été contractée une semaine avant le premier confinement, et c'est eux qui ont été mis en charge de pousser les citoyens à respecter les protocoles, les confinements, les couvre-feux, et cetera, en utilisant des méthodes discrètes. Et notamment, par exemple, la fameuse fiche d'auto-attestation à s'autoriser à avoir le droit de sortir faire pisser son chien, ça, c'est une création de BVA Nudge Unit. Vous voyez? Cette feuille, elle semble ne servir à rien, juste à nous emmerder. C'est faux. Mmh. Ça va permettre de te déstabiliser,
Ça va permettre de te faire poser des questions à des moments où tu ne te posais pas de questions. Est-ce que j'ai le droit de sortir, faire pisser mon chien? La question est oui. La réponse est oui, tu ne te poses même pas la question. Le fait que tu te poses la question, tu commences à te poser de la question sur tes droits fondamentaux. Est-ce que j'ai le droit de ou pas? Et ça, c'est un décalage de la fameuse fenêtre d'Overton. Mais également, ça va te, désorienter. Les techniques de désorientation ont été nombreuses. Les flèches dans les supermarchés, est-ce que j'ai le droit de faire ci ou ça? Ça, ce sont des techniques de désorientation. Quand ton cerveau est désorienté, quand tu ne sais plus où tu vas, en fait, tu vas te raccrocher, tu vas avoir tendance à te raccrocher à la première règle qui passe et qui est rassurante. Voilà. Souvenez-vous, les protocoles, c'est rassurant parce que c'est bleu. Et donc voilà, on se rend compte qu'en Europe, c'est farci d'unités comportementales. Alors comme ça, juste pour quelques exemples que je sors du livre, en Australie également, il y a le BETA, en USA, le BIG, Behavioral Insight Group, qui est le groupe d'Harvard, qui travaille avec le BIT en Angleterre, le Behavioral Insight Team, alors le Bird au Canada, en Allemagne, le BIVA Germany, en Italie, R2 Department of Behavioral Policy, en Belgique, mon préféré, le Tax Compliance and Behavioral Insight Belgium, aux Pays-Bas, le BIN, en Autriche, Insight Australia, en Pologne, le Strategy Unit and Behavioral Economics Unit. Bref, il y en a de partout. Et c'est là qu'on comprend comment ça se fait que toute cette pandémie ait pu être déclarée et renforcée dans tous ces pays en même temps. Ça nécessite bien sûr ce qu'on appelle un relais organisationnel. C'est des entreprises qui vont permettre d'harmoniser et de synchroniser tout ça. Ça existe, hein. Il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, notamment l'entreprise McKinsey, pour ne citer qu'elle, mais il y en a bien d'autres. Ça, voilà, c'est le très, très, très rapidement un petit survol du livre. Et pour finir en dessert, j'ai bien sûr pensé à Pierre qui aime les graphiques. Alors, je t'ai mis un petit graphique pour le dessert. Qu'est-ce que c'est que ce graphique? The community is growing. C'est le nombre d'unités de BI, ça veut dire Behavioral Insight, donc de nudge, de modification comportementale, utilisées par des gouvernements. Donc, ce n'est pas le nombre de gouvernements, c'est le nombre d'unités dans le monde, en excluant bien sûr la Chine et la Russie qui ne font pas partie de l'OCDE. Et on se rend compte qu'en 2010, il y en a à peu près zéro, et qu'en 2023, il y en a quasiment 150, avec une forte explosion à partir de 2019, 2018, 2019, 2020. Voilà, ça c'est spécial pour toi, Pierre, pour ton petit dessert. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc, ce petit livre est disponible uniquement pour l'instant sur le site letrèspetitguide.fr, tout attaché sans accent, au prix modique de 6,99 € et le PDF à 1,99 €. Je ne pouvais pas faire moins cher. Voilà, c'est un petit bricolage, mais j'espère que ça pourra éclairer nos concitoyens. Écoute, merci beaucoup Yann pour ton témoignage et pour ton livre et pour ton travail de manière générale. Je crois que tu as rappelé des moments qu'on a tous vécus, notamment le moment où on a masqué et distancié les enfants, qui a été quelque chose de vraiment très fort, où il y a tout un tas de parents qui se sont levés hein, pour défendre les enfants contre ce qui leur a été fait. Euh, D'un cas personnel, hein, ayant des enfants aussi qui étaient soumis au masque, et pour eux, c'était quelque chose qu'ils détestaient, qu'ils n'avaient pas envie de faire, et donc on leur a proposé en tant que parents de leur dire, il existe des moyens de ne pas porter le masque à l'école, notamment le fait de se faire prescrire une contre-indication au masque, qui est où il y a un tas de médecins, de praticiens qui le font, que ce soit pour des problèmes respiratoires ou autres, et donc on leur a proposé en disant, est-ce que vous souhaitez pouvoir bénéficier d'une dispense, tout en sachant que si on vous le fait, bien vous serez les seuls dans la cour à ne pas porter de masque. Ce qui porte évidemment le risque du regard des autres et de l'exclusion. Et nos enfants, ceux qui étaient soumis au masque, ont choisi de continuer de le porter pour ne pas être exclus. Ce qui Bien sûr. montre que la torture psychologique du fait d'être exclu du groupe et d'être pointé du doigt était considérée par eux comme bien plus forte que le désagrément du masque. Et ce qui montre, fait une illustration supplémentaire de la coercition et voilà, du besoin de faire partie du groupe et de ne pas s'en trouver exclu. C'est pas les seuls moments hein, où il y a eu ce genre de choses. On a même eu des cas remontés de professeurs ou d'instituteurs qui félicitaient les enfants qui se vaccinaient ensuite par la suite. Et donc la pression psychologique le conformisme au groupe a été utilisé de manière extrêmement forte par les institutions pour inciter les enfants à obéir.
Voilà. Et donc c'était voilà, juste un petit rajout, une anecdote personnelle sur Ouais, le sujet. tout à fait. Le besoin d'appartenance au groupe pour un être humain, qu'il soit enfant ou adulte, et c'est un besoin vital. Hein. Sans appartenance au groupe, alors tu te dis tu es tout seul, et si tu étais tout seul dans la forêt, tu mourrais sûrement, mais c'est un besoin vital pour l'esprit humain. Hein. Sans appartenance au groupe, tu vas probablement finir par te suicider. D'ailleurs, ce qui est considéré comme le premier ouvrage de sociologie en 1901 de Émile Durkheim, qui s'appelle Le suicide, première enquête sociologique sur le suicide, conclut au fait que le premier facteur qui mène au suicide, c'est l'anomie sociale, c'est-à-dire que tu n'as pas beaucoup d'amis, pas de famille, et donc tu te suicides. Ce qu'on a fait avec les étudiants, par exemple, en les enfermant dans 9 mètres carrés, sans amis, sans famille, sans ça, c'est les amener au bord de la falaise avec une bouteille de whisky et un fusil chargé, et te dire, allez, passez une bonne soirée. En fait, on les a mis dans la meilleure condition pour les suicider. Mais c'est pas nous qui on les a poussés. Ah, ils ont fait ça tout seuls. Oui, et dans la deuxième partie, voilà, l'exclusion du groupe, ça a été le principe du pass sanitaire puis vaccinal, Hmm. où on a exclu de la société les gens qui souhaitaient pas participer voilà, à cet ensemble et ne pas se faire vacciner, notamment, ou même ne pas faire de test et qui souhaitaient pas avoir bénéficié du pass comme les autres. Et d'ailleurs, on a vécu de la part de personnes qui se vaccinaient et qui avaient le pass la négation de l'existence de l'autre. C'était quand on n'avait pas de passe, on avait des amis qui avaient des passes et qui nous demandaient, voilà, si comment se passaient nos sorties au cinéma, au théâtre, tout ça, et on pouvait pas. Mais ils oubliaient à chaque fois. Donc il y avait vraiment de la part de ceux qui voilà étaient rentrés dans le moule et pouvaient montrer leur passe, enfin, vraiment une négation que pouvaient exister des personnes qui étaient en dehors de leur monde. Et ça, en effet, c'est une mort sociale. Et il y a tout un tas de gens voilà, qui ne l'ont pas supporté. On n'est même pas en train de parler des soignants suspendus qui ont eu, voilà, qui se sont retrouvés avec un salaire à zéro, qui est une exclusion sociale et vraiment une mort sociale qui est encore beaucoup plus forte. Mais même Mhm. dans les personnes qui étaient juste exclues de la vie courante, l'impact que ça a eu sur eux et vraiment la ségrégation, hein, c'est-à-dire la séparation totale de deux populations, ça a été extrêmement fort. Et ça suffit en grande partie enfin, le fait de ne pas vouloir être exclu, je pense, suffit en grande partie à expliquer pourquoi autant de monde a joué de toute façon, soit de manière active ou soit de manière passive, mais en rentrant dans le moule. Je te remercie énormément, Yann, pour ces explications, voilà, qui sont en dehors de la partie statistique brute de ce qui s'est passé, mais pour comprendre, qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui a fait que finalement, bah, les gens ont joué le jeu, bien, ils ont joué le jeu parce que bah, les techniques ont été utilisées pour les amener à jouer le jeu qu'on voulait. Elles sont finalement bien rodées, bien étudiées, et elles permettent voilà, l'acceptation de tout un tas de situations aux gens, et tout ça, c'est on va dire, ça se fait pas au hasard, ça se fait de Non. manière éprouvée aussi par le passé. Tu as parlé d'Achaïna et documentée. Donc merci beaucoup Yann pour ton ouvrage. Merci Est-ce Pierre. que tu souhaites ajouter un mot de la fin? Eh bien, j'espère que tout cela nous servira de leçon, parce que moi, ce que j'ai vu pendant cette période, c'est également un nombre extraordinaire de manifestations citoyennes dans de très nombreux pays, des milliers de personnes dans tous les pays qui se sont élevées contre ça, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés, parce qu'ils ont compris, ils se souvenaient de l'histoire, ils se souvenaient notamment du nazisme. Et ils ne voulaient pas que ça se reproduise. J'espère que, euh, d'une part, les citoyens vont finir par comprendre que ce n'était pas juste de la propagande. Ils ont été victimes de techniques psychologiques d'un niveau supérieur sur lequel on n'est pas outillé. Hein. Je veux dire, l'esprit humain ne peut pas dépasser ça. Donc, il faut les connaître. Et j'espère du coup que, ben, on fera en sorte que ça n'arrive plus. Merci beaucoup Yann et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci Pierre, à bientôt.